il décidera ce qu'il voudra, mais il ne peut pas nous fermer la porte du tribunal. Et c'est bien ça l'enjeu du procès qui se déroule en ce moment à la Cour de cassation. Est-ce que, oui ou non, les crimes contre l'humanité qui ont été reconnus par la loi de 2001 relatifs à l'esclavage aux Antilles doivent pouvoir être considérés comme imprescriptibles, comme nous le soutenons? C'est bien une question de droit que nous portons devant la Cour de cassation et si nous n'obtenons pas satisfaction, nous la porterons demain devant la Cour européenne des droits de l'homme. Je vais accorder la parole. C'est l'anniversaire de la loi Taubira, dont l'initiatrice, Madame Christiane Taubira, va nous rejoindre aujourd'hui dans l'après-midi. Cette façon dont les autorités officielles françaises célébraient l'abolition et rien que ça, rendaient hommage à Victor Schœlcher et à personne d'autre. Victor Schœlcher étant un immense humaniste, ça n'est pas le sujet. Mais voilà, il rendait hommage à Victor Schœlcher et à personne d'autre. Il m'a semblé qu'il était de mon devoir de dire aux autorités françaises que la France avait été certes abolitionniste, mais qu'elle avait été abolitionniste parce qu'elle avait été esclavagiste. Et que les autorités françaises ne pouvaient pas se contenter de célébrer l'abolition, qu'elles devaient faire face à cette histoire, à sa violence, au bouleversement que cette histoire a provoqué dans le monde, à ce qu'est le monde aujourd'hui, avec l'empreinte évidente de cette histoire sur les 3 continents directement concernés, c'est-à-dire en Europe, quoi qu'ils pensent, en Europe, en Afrique, bien entendu, dans les Amériques et les Caraïbes, c'est encore plus évident, puisque le peuplement lui-même en a été profondément modifié, et que l'Asie elle-même a été arrimée à cette histoire. Et que non seulement il fallait contraindre les autorités françaises à sortir du tropisme de l'abolition et à affronter la réalité de la traite et de l'esclavage, il fallait les conduire aussi à poser cette parole solennelle pour donner un nom et un statut au crime. Et c'est dans cet esprit que j'ai rédigé cette proposition de loi que j'ai soumise à mon groupe. Je l'ai rédigée d'une traite en sortant de moi des choses dont j'ignorais qu'elles existaient en moi. Et j'ai déposé ce texte en me disant que je ne fais pas de concession. Voilà, je dis, ou bien le Parlement français est en mesure d'entendre cela et de légiférer, ou bien il n'en est pas capable. Mais je ne ferai pas la moitié du travail pour lui, à savoir soit l'exonérer d'affronter la difficulté de cette réalité, soit l'aider à contribuer d'une certaine façon, non plus à l'oubli total, non plus au silence total, mais à un demi-oubli, un demi-silence. Voilà pourquoi j'ai rédigé cet exposé des motifs et cette proposition de loi qui a été substantiellement modifiée, pas totalement, mais substantiellement modifiée, et que j'ai donc déposée à l'Assemblée. Alors, je ne vais pas vous raconter le reste, puisque je vous ai dit que je ne vais pas parler de choses qui me ramènent des fameuses boules dans la gorge. Et cette loi était d'une importance capitale pour nous. Mais ce qui était terrible, c'est que les juridictions françaises, et d'abord la Cour de cassation, a estimé que c'était une loi vide, une coquille vide, c'est-à-dire une loi qui reconnaît que la traite négrière et l'esclavage des Noirs constituent un crime contre l'humanité, n'avait pas de portée normative. Autrement, c'était une loi sans être une loi. Et donc, il y avait dans cette position-là quelque chose de terrible, parce qu'on ne peut pas avoir fait une loi de cette importance et puis nous dire que finalement, elle est là, elle est mémorielle et qu'elle n'a aucune portée. Ce crime a été légalisé par l'État français lui-même. Donc, ça a été un crime d'État. Et l'État français est le même. Que nous soyons dans la République, dans l'Empire, encore à nouveau dans la République et à nouveau dans l'Empire, c'est l'État français. Donc, il y a une continuité de l'État. Et c'est à cause de cette continuité que l'État français est comptable aujourd'hui des crimes contre l'humanité que l'État français a commis hier, avant-hier et il y a 3 siècles. Donc, aux effets psychologiques, comme aux effets culturels, comme aux effets juridiques, la continuité est nette entre cet avant-hier, ce hier et ce aujourd'hui. L'esclavage et la traite reconnus comme un crime, est-ce qu'il existe des crimes sans réparation? Il ne devrait pas exister, il n'existe pas de crime sans réparation. Aucun crime, tous les crimes, à partir du moment où le crime est mis à jour, où le crime est reconnu, c'est un principe général. Vous savez, c'est un principe général qui veut qu'on respecte la dignité de tout être humain. Quand un être humain, quel qu'il soit, a subi un crime, a été victime, il doit obtenir réparation. Nous nier
la possibilité d'obtenir réparation, c'est nier notre humanité. Le fait que cette loi soit qualifiée de mémorielle et donc de non normative est utilisé par nos adversaires pour lui nier toute conséquence juridique. Ce n'est pas le choix obligatoire qui doit être fait par la Cour de cassation. La Cour de cassation peut très bien considérer qu'il y a eu là la qualification par le législateur de fait d'esclavage comme crime contre l'humanité et cela suffit à appliquer le régime commun des crimes contre l'humanité et donc l'imprescriptibilité de l'ensemble des faits qui ont pu se dérouler aux Antilles lors des opérations d'esclavage pendant près de 2 siècles. Vous avez déjà vu un État à dire non parce que c'est compliqué? Enfin, à mes oreilles, c'est pas un langage d'État, ça. C'est un langage d'un entrepreneur qui avait un ouvrier, qui a dit à un type, mon pauvre ami, mes gens sont tous occupés, je ne peux pas votre chantier que dans 3 mois. Et l'État. Enfin, et quel État? Vous savez que des savants mesurent aujourd'hui l'incidence des paix des dinosaures sur la stratosphère et le tour d'ozone. J'ai entendu dernièrement, vous aussi, que les savants disent qu'il y avait pendant tant de millions d'années des dinosaures dans la planète qui pétaient à telle quantité, ça nous fait tant de tonnes, ni de plus ni de moins, dans l'atmosphère. Et voilà. Alors, si l'on peut calculer, n'est-ce pas, la masse du gaz projeté par les dinosaures il y a des milliards d'années, il me semble qu'il doit être possible de pondérer bon an mal an, avec une marge d'erreur contestable, les gains, le produit du travail servile pendant de telle année à telle année dans les colonies françaises. Ça va être possible. Donc quand on me dit que ce n'est pas possible, c'est tout simplement parce qu'on n'en a pas envie. Un crime, des réparations recevables, demande de réparation recevable, et donc des responsables aujourd'hui de ce crime, les esclavagistes sont morts. Que reste-t-il? Qui reste-t-il à poursuivre? C'est l'État qu'on a poursuivi, parce que l'État est permanent. L'État ne meurt pas. Et l'État des rois à l'époque, l'État de Colbert, du roi Louis XIV, Louis XIII et tout ça, ils sont toujours là. Ils sont toujours vivants au travers le principe de la permanence de l'État. Donc c'est le même État qui est là, il est républicain maintenant, il a été royaliste. Bon, maintenant, c'est le même État qui continue. Et c'est un principe que la France a posé, que l'État ne meurt pas, que l'État est un être qui vit éternellement. C'est une fiction juridique qui vit éternellement. Donc, nous avons saisi le tribunal d'une action contre l'État, d'autant que l'État a grandement participé à ce crime. Parce qu'il y a des édits royaux à l'époque qui permettaient aux négriers d'armer leur navire, qui leur facilitaient les choses. L'État a participé à encadrer au travers des édits royaux, mais aussi, vous connaissez bien le Code noir. Et imaginez ça autour de mon cou, hein? Donc à l'horizontale, vous l'entendez autour de mon cou. Voilà ce que d'autres hommes ont pu imaginer mettre des hommes donc, comme ça en ferraille, c'est terrible.